j'espère que vous avez peut-être déjà visité, sinon je vous incite à y aller au 4e étage. Ce cycle se situe dans une thématique de 3 ans sur la transition des villes et des territoires. On a abordé dans un premier cycle donc, semestriel plutôt les initiatives citoyennes de collectifs de citoyens avec la venue de Rob Hopkins, des incroyables comestibles. Ce cycle, il est plus dédié, la Ville Éthano est plus dédiée au dialogue des initiatives citoyennes avec les villes, avec les collectivités, avec les pouvoirs publics. La semaine dernière, vous nous avez peut-être accompagnés, nous étions hors les murs à l'occasion du marché du végétal et le mois dernier, effectivement. Et donc, nous avons eu un très bon débat sur l'alimentation des villes de demain. Le mois prochain, je vous invite à venir, ce sera le 16 juin, sur la question des monnaies locales et complémentaires. On a le plaisir d'accueillir Philippe de Ruder, qui est donc à l'origine, qui est un entrepreneur qui a décidé de se consacrer à cette question et qui a depuis écrit plusieurs livres et qui a participé au lancement de plusieurs monnaies locales en France et à l'étranger. Et actuellement, il vit au Québec et on a la chance de l'avoir donc le mois prochain. Il est intéressant parce qu'il permet un peu de démystifier justement la complexité du système économique et financier et il permet de montrer qu'on pourrait tout à fait opter pour un autre modèle. Et je crois que c'est très inspirant. Donc n'hésitez pas à avertir vos réseaux pour cette conférence. Je crois que vous ne serez pas déçus. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet vraiment d'actualité, j'allais dire brûlant, oui, parce que d'abord, c'est un sujet sur lequel foisonnent beaucoup d'informations, mais on a un petit peu du mal à y voir très clair sur les enjeux, sur où vont nous mener toutes ces technologies. Donc, il s'agit de la ville numérique et de sa capacité à appuyer la transition écologique, économique et sociale, ou au contraire, peut-être à la menacer. Donc, quels sont les enjeux et comment on peut y voir clair et se positionner pour essayer de contrôler se doter des moyens pour pouvoir avoir la maîtrise de l'orientation de ces technologies. Donc effectivement, c'est une révolution qui est en cours, ça on le sent bien, puisque nos vies sont de plus en plus envahies par les données, on va dire. On est de plus en plus aussi, on passe de plus en plus de temps sur les écrans, que ce soit Internet, les réseaux sociaux, les plateformes collaboratives, tous les services online qui nous sont proposés. Également, les données qui sont captées dans l'espace public à travers les caméras, la géolocalisation, comment on appelle ça, le mot m'échappe, l'identification des visages, la biométrie. Donc les capteurs de flux, que ce soit le flux d'électricité, les flux de mobilité, enfin on a de plus en plus de capteurs qui mesurent le quotidien. Derrière, on sait que ces traités sont donnés par qui, pourquoi faire. Alors il y a des choses qui nous apparaissent assez évidentes et concrètes pour, par exemple, gérer les flux d'énergie, mieux gérer la ville, mieux gérer les flux de mobilité. Et on voit tout l'intérêt que ça peut avoir, par exemple. Mais on sait aussi, et on découvre de plus en plus, qu'il y a toute une série de données qui sont captées et utilisées à notre insu pour des raisons qu'on connaît mal, qui sont souvent commerciales, qui peuvent être aussi de contrôle, de sécurité. On sait que beaucoup de grosses entreprises de données, des big data, sont très liées au département de sécurité nationaux et internationaux. Et donc, ce sont les GAFA qui concentrent, les GAFA pour
je pense que beaucoup d'entre nous en ont entendu parler. Il s'agit de Google, Apple, Facebook et Amazon. Voilà, tout à fait. Vous avez raison. J'essaie de simplifier un peu pour ne pas prendre trop de temps sur la conférence, mais vous avez tout à fait raison. Oui, voilà. Et puis, il y a aussi l'intelligence artificielle, donc à travers toutes ces données, les objets intelligents, les objets connectés, qui pénètrent aussi de plus en plus notre espace privé. On sait que déjà à travers les ordinateurs et tous nos écrans, nos téléphones, on a un certain nombre de données qui sont captées déjà chez nous, mais il y a de plus en plus d'objets comme des montres connectées, des voitures connectées, on en entend bien parler en ce moment, des cafetières et toute une série de produits domestiques qui sont en gestation. On va jusqu'au matelas, on parle des matelas connectés pour mesurer le sommeil. Donc il y a vraiment une amplitude d'objets qui arrivent. Et on parle de consoles connectées qui vont nous accompagner dans les décisions à prendre dans la journée, pour faire les courses, enfin les commandes. Et on se demande effectivement jusqu'où vont aller ces technologies et dans quelle mesure on va effectivement avoir un gain en qualité de vie et dans quelle mesure on ne va pas non plus perdre nos libertés individuelles et dans quelle mesure ces technologies servent vraiment l'intérêt public plutôt que face aux intérêts privés qui sont très puissants dans ce domaine. Alors, pour parler de ce sujet, je prie d'excuser ceux qui n'étaient pas au courant du changement. On a dû changer un intervenant qui, à cause des grèves, n'a pas pu venir de Lyon. Mais c'était donc sur l'Urban Lab de Lyon, où là, c'est un laboratoire qui crée des prototypes avec les gens, avec les habitants, avec des spécialistes du numérique, des professionnels, des pouvoirs publics, pour répondre à certaines questions de la ville qui se posent. Donc là, c'était une vision très intéressante de comment on s'approprie la technologie pour répondre vraiment à nos besoins, et ensemble, on cherche les solutions. J'espère qu'on pourra les faire venir une autre fois, mais je crois qu'on n'a pas perdu au change, parce qu'on a la chance d'accueillir Philippe de Vienne, donc qui a accepté un peu en dernière minute quand même de venir faire cette conférence. Philippe de Vienne est donc chercheur au CNRS à Villeneuve-d'Ascq. Il est spécialiste de l'intelligence artificielle et des objets intelligents, connectés. Que dire d'autre? Eh bien, il vous le dira, il vous présentera un peu l'état des lieux de la recherche dans ce domaine-là, et justement l'amplitude avec précision, puisqu'il est vraiment, vous le verrez, très connecté. Donc, avec effectivement tout ce que ça peut apporter d'intéressant pour favoriser la société de demain dans le sens de la transition écologique, économique et sociale, et aussi les points d'interrogation qu'on a sur les menaces qu'elles peuvent induire. Et puis Mathieu Sojo, qui est chercheur à l'IDRI, donc l'Institut du développement durable et des relations internationales à Paris, et qui, lui, est un spécialiste de la relation entre la transition numérique et la transition écologique, économique et sociale dans les villes, qui a travaillé sur plusieurs programmes de recherche à ce sujet, et qui pourra donc nous donner aussi sa vision de la ville numérique. Et puis ensuite, vous aurez un temps pour échanger avec eux. Je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup de dialogue à ce sujet, parce qu'il y a énormément de questions qui se posent et auxquelles on n'arrivera certainement pas à répondre aujourd'hui. Mais je pense qu'on est à une époque charnière pour justement essayer de comprendre ces enjeux afin de pouvoir se les approprier.
On a des petites contraintes d'horaire, justement en raison des transports. Et donc, on arrêtera la conférence à 16h30 pile. Voilà. Merci. Bon, bonjour à tout le monde. Merci pour cet accueil dans cet endroit assez extraordinaire. Je ne connaissais pas le e-learning center de Dunkerque. Je suis un peu épaté. Et je vais en fait faire une conférence un peu sur le même principe que ce que j'avais présenté dans un autre e-learning center, mais c'était à Villeneuve-d'Ascq. Et c'était sur comment les objets intelligents voient le monde. Alors j'ai légèrement transformé la conférence pour vous parler plus pour les aspects éthiques et en particulier tout ce qui est gestion de la vie privée, comment s'approprier dans nos villes aussi les objets qu'on appelle intelligents. Et voilà, donc j'ai voulu faire un jeu de mots en disant éthique. Éthique veut dire, comme certains le savent, c'est technologie de l'information et de la communication. Donc il y a un vrai débat actuellement sur ces questions-là. Et c'est important que nous, universitaires, chercheurs, on puisse être en interaction avec vous pour vous présenter un peu ce qu'on fait et puis, voilà, et puis vous dire exactement la réalité des choses en matière d'intelligence artificielle. Alors, j'ai envie de vous dire, remontons 50 ans en arrière. Il y a 50 ans, il n'y avait pas d'informatique. Mais en 1950, en 68, parce que 1968, il y avait des mouvements sociaux qui étaient extrêmement importants, partout en France, mais aussi c'est le printemps de Prague, c'est aussi l'assassinat de Martin Luther King et l'assassinat de Robert Kennedy aux États-Unis avec les droits sociaux. Donc c'est un monde en plein bouleversement, et dans ce monde en plein bouleversement est née une société dont on parlait de Microsoft, mais on pourrait parler aussi de Intel. C'est donc c'est la première société qui construit des microprocesseurs que vous avez tous chez vous. Vous avez tous chez vous un PC fixe ou un PC portable dans lequel vous avez un processeur Intel, c'est-à-dire vraiment le cœur de nos machines, nos ordinateurs d'aujourd'hui. Et un an plus tard, ils ont fabriqué leur première petite puce qui coûtait à l'époque $99 et qui était juste une petite puce mémoire. Il n'y avait même pas de calcul, c'était juste des transistors bipolaires à l'intérieur. Donc on était vraiment à la naissance de l'informatique, ça c'est en 1969. Pourtant, et c'est important de voir ce que dans l'imagerie des gens, l'informatique et l'intelligence artificielle étaient déjà nés, c'est aussi la même année qu'est né 2000 ans ici de l'espace. C'est la première fois. Le film est sorti en avril 68 aux États-Unis et en septembre 68 en France. Et vous connaissez peut-être Christopher Nolan, qui a fait le superbe film sur Dunkerque. Il a refait une version masterisée de 2001 Odyssée de l'espace qui est projetée cette année au Festival de Cannes en mémoire à ce film qui est devenu un film mythique. Donc même si on n'avait pas encore inventé l'informatique, on avait déjà inventé l'intelligence artificielle, puisque dans ce film, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est un combat entre l'homme et la machine. Voilà. Donc ce sera un petit peu le fil rouge de ma présentation, et de voir où est-ce qu'on est arrivé par rapport à ce qu'on avait imaginé il y a 50 ans de ce que serait l'informatique. Voilà. Alors, je vais commencer par un graphique. Un scientifique ne peut pas se passer de graphique, je suis désolé, il n'y en aura pas beaucoup, mais celui-là me semble important. Ça montre le continuum de la recherche et de l'évolution technologique que l'on a connue sur un siècle et demi. Alors, avant de parler d'un siècle et demi, je vais vous parler de la dernière partie. Donc, cette partie-là, c'est l'invention des circuits intégrés. Et vous avez ici un personnage ô combien célèbre qui s'appelle Gordon Moore, qui est le fondateur de la société Intel, et qui, en observant la façon dont on a été capable d'améliorer nos machines, a inventé la loi qu'on appelle la loi de Moore. Alors vous avez sur ce graphique les années, de 1900 jusqu'à 2020, c'est déjà noté, et puis vous avez notre capacité de calcul par milliers de dollars. Si j'achète une puce qui fait 1 millier de dollars, combien de calculs je peux faire par seconde? Donc vous avez au début, en 1900, on était capable de faire 10 puissance moins 4 calculs, c'est-à-dire absolument rien. Et maintenant, on arrive au niveau de la souris, voire de l'être humain, avec 10 puissance 16 calculs possibles par seconde pour une unité de 1000 dollars. Alors, donc c'est une échelle exponentielle. C'est-à-dire que même si ça apparaît comme une droite, on double tous les 2 ans notre capacité de calcul.
C'est-à-dire qu'on attend 2 ans, on peut fabriquer une machine qui coûte 2 fois moins cher, qui va 2 fois plus vite et qui consomme 2 fois moins. Donc ça a été cet effet extraordinaire de l'évolution de l'informatique de ces 50 dernières années qui a accompagné l'évolution technologique. Parce que sans puissance de calcul, la science n'est rien. Si on ne peut pas modéliser et faire des calculs sur ordinateur, on ne peut rien faire. Donc c'est tout à fait essentiel. Et si on regarde un petit peu plus sur une échelle un peu plus longue, on peut remonter jusqu'à 1900, on a le même continuum, même si les technologies ont changé. Donc là, on a le circuit intégré. Avant, on avait des transistors. Encore avant, on avait des lampes à tubes. Et puis, tout au début, on avait des systèmes électromécaniques. Voilà. Et malgré ces changements de technologie, on obtient une évolution presque constante, exponentielle, de notre capacité de calcul. Et là, c'est le bug. Comme si vous avez une Google Home chez vous, quand vous posez une question et qu'il ne comprend pas, il dit « Ah, là, c'est le bug ». Pourquoi ? Parce qu'on arrive à des niveaux de finesse tellement importants qu'on ne sait plus faire. On arrive à des nanomètres. Or, un angstrom, c'est un dixième de nanomètre, c'est la taille d'un atome. Donc on arrive à des niveaux de finesse tels qu'on ne sait plus fabriquer. Donc on est devant un mur, c'est la fin de la loi de Moore, et il faut inventer d'autres technologies. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé tout naturellement à ce bel engin, ce bel ordinateur biologique qui s'appelle le cerveau humain. Et c'est une machine extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on a à peu près 85 millions de neurones, 100 milliards de neurones à peu près. Ces neurones ont potentiellement, vous voyez, vous avez un neurone ici, vous en avez un là, ils sont interconnectés par une petite boîte chimique qui s'appelle une synapse. Ça transforme un signal électrique en ions de sodium et de potassium, et puis ça se répartit, voilà, et ça transmet un influx électrique. Vous êtes capable de faire 10 puissance 16 opérations par seconde avec un cerveau, à une vitesse qui est assez réduite, simplement 10 Hz. Nos machines travaillent en gigahertz, là, l'ordinateur n'est pas très rapide. Il ne consomme rien, 25 watts, une lampe électrique. 1,4 kg, c'est un ultra portable. 1,4 kg, c'est les ordinateurs les plus portables qu'on a. 2 litres. Et puis 180 000 km de connexion, c'est-à-dire la moitié de la distance de la Terre à la Lune. Voilà. Et bien tout ça dans une petite boîte qui fait 2 litres. Et en fait, elle fait 2 mm d'épaisseur, notre matière grise, c'est juste. Et puis il est plié. C'est les convolutions qu'on a au niveau du cerveau. Donc c'est une espèce de film de 2 mm d'épaisseur qui est plié, qu'on loge dans le cerveau, et ça fonctionne remarquablement bien. Alors l'apprentissage, qu'on appelle en général l'apprentissage, c'est lié justement à la modification du poids synaptique, c'est-à-dire est-ce qu'on va accentuer ou bien au contraire inhiber cette relation qui est entre deux neurones. Voilà. Et c'est comme ça qu'on explique l'apprentissage chez l'homme. C'est la capacité à deux neurones de se mettre d'accord sur la force d'un signal électrique qui va passer de l'un à l'autre. On peut inhiber et on peut exciter. Voilà. Avec des degrés divers. Alors, assez rapidement, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut copier ou est-ce qu'il faut s'inspirer ? Et assez rapidement, on s'est dit, non, copier, ça ne sert à rien. On va rentrer dans des détails il vaut mieux s'inspirer. Et c'est un peu comme l'aviation. Si vous regardez l'aviation, Eder, qui a inventé le mot avion, n'a jamais réussi à faire voler un avion parce qu'il a voulu trop copier la chauve-souris et il a adopté un avion qui avait un peu la forme d'une chauve-souris. Les frères Wright, début du siècle, 19e, début 20e siècle, ont choisi un modèle qui correspondait aux lois de la physique et ils ont réussi à faire voler votre avion. Et c'est un bon parallèle qu'on a ici par rapport à maintenant, c'est que l'aviation, entre 1900 et 1950, ça a été un développement incroyable. Et maintenant, elle est partout. Et l'ordinateur, entre 1950 et nos jours, voilà, 50 ans, on arrive à un niveau de maturité tel qu'effectivement, on peut construire de nouvelles sociétés numériques autour de ce genre d'outils. Et je vais vous montrer l'incidence que ça peut avoir. Alors d'abord, sur nos recherches à nous, parce que nous sommes chercheurs, et nous essayons de fabriquer ces genres de choses. Alors, le modèle de neurones qu'on utilise, c'est un modèle assez ancien qui date de 1957, c'était le perceptron.
Et puis par un concours de circonstances avancées, convergentes dans différentes disciplines, en neurosciences, en apprentissage, en nanotechnologie, en big data, etc. Et bien d'un seul coup, il s'est passé un phénomène, une espèce de petit miracle que nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours capables de comprendre, et qui a fait que on arrive à fabriquer des machines intelligentes qui arrivent à analyser de façon automatique toutes ces informations qui circulent sur le web, vidéos, photos, voilà, tous les textes, et avec des techniques d'apprentissage dits profonds, parce qu'on va avoir des réseaux qui sont de plus en plus profonds au niveau du nombre de couches. Et alors, de ces avancées convergentes, on a pu voir depuis moins de 10 ans, c'est la Google Car en 2010, première voiture autonome qui a circulé aux États-Unis. Voilà. C'est le jeu de Go. Je ne sais pas, certains d'entre vous savent jouer au Go, mais c'était le challenge quand moi j'ai travaillé au Japon sur des projets comme ça en IA. Mais c'était un rêve de pouvoir construire un ordinateur qui puisse jouer au Go. Et voilà, Google, vous avez rêvé, Google l'a fait. C'est 2017. Et vous allez voir, c'est assez spectaculaire, c'est même presque effrayant. C'est Facebook, c'est la capacité d'analyser à peu près 1 million de photos par jour. On sait ce qu'il y a sur la photo, on sait que c'est un chien, quelle race, etc. Et puis on peut même dire c'est vous sur la photo. On peut vous identifier. 1 seconde pour identifier ce qu'il y a sur la photo, 1 seconde pour reconnaître que c'est vous qui êtes sur la photo. C'est aussi le domaine de l'imagerie médicale et puis des véhicules autonomes. Et la question qu'on se pose tout naturellement, c'est l'homme est-il foutu ? Alors, petit dessin que je trouve assez illustrant. Voilà, vous avez un médecin qui reçoit une dame et il lui dit, il regarde son écran d'ordinateur, puis il lui dit bonne nouvelle, d'après Google, vous n'avez rien. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais le nombre de données personnelles qui circulent sur Internet, etc., auxquelles a accès Google, pour nous permettre éventuellement de nous dire attention, vous avez un risque d'infarctus parce que vous avez un mode de vie qui n'est pas correct, parce que, etc. C'est assez impressionnant. Donc on peut se poser la question, face à cette puissance de calcul, de diffusion d'informations, etc., que devient l'homme dans tout ça ? Alors je vais essayer d'y répondre, et puis j'essaierai de faire un happy end. Vous verrez tout à l'heure. Alors, l'homme est-il foutu ? En fait, c'est pas nouveau. La première fois, c'est paru dans l'IB, le 13 mai 1997. C'est quand cet imbécile de Kasparov, parce que j'avais étudié à Paris à l'époque, et il avait vraiment très mal joué, a battu contre un ordinateur qui s'appelait Deep Blue. Et il a perdu. Et franchement, la plupart des analystes ont considéré qu'il était venu un peu les mains dans les poches en disant « ça va, je vais l'écraser ». Et il s'est fait battre. Et après, il a demandé une revanche. IBM a dit non, ça y est, c'est fait. On a battu le champion du monde, on a démonté la machine, les gens qui travaillent sur le projet, ils font d'autres choses. Ils n'ont jamais accordé de revanche à ce pauvre Kasparov qui avait perdu. Voilà. Et alors, ce qui est le plus spectaculaire, c'est que 20 ans après, ça a été la même chose avec le jeu de Go. Et là, c'était une vraie claque. Hein. Vraiment, pour nous scientifiques, c'était une vraie claque, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. 2015, un très bon joueur de Go, un des tout meilleurs, se fait battre 4-1. Et puis 2 ans plus tard, le champion du monde se fait battre 3-0. Et là, vraiment, moi je vous assure, hein, j'ai joué au Go, j'étais au Japon à l'époque, on travaillait sur ces questions-là. On n'aurait jamais imaginé qu'en 2017, on soit capable de construire un ordinateur qui puisse jouer au Go aussi bien. Et là où on y croyait encore moins, c'était... c'est bloqué. Ah, ça y est. C'est bon. Alors, quelle est la différence, quelle est l'évolution qu'il y a eu entre ces deux dates ? Dans le premier cas, sur le jet d'échecs, on avait un ordinateur qui était de taille relativement raisonnable, qu'on pouvait mettre encore dans son salon. Ce n'est plus le cas maintenant. Oui, c'est vrai. Mais même comme ça ne marche pas. Et quand je touche ici, voilà. Bon. Alors, l'évolution. On avait un ordinateur, on pouvait dans ce n'est plus le cas.
Là, vous avez un Google Center, c'est énorme, ça consomme une énergie absolument incroyable. Voilà. Ici, vous aviez un score qui était relativement serré, 3,5 à 2,5. Là, vous avez un score qui est sec, 3,0. Ici, vous avez 10 puissance 120 parties d'échecs différentes. C'est le nombre d'échecs qu'on imagine. Donc, on sait que la force brute n'est pas possible. Un ordinateur ne peut pas analyser 10 puissance 120 parties d'échecs. Pourquoi ? Parce que le nombre d'atomes qui est dans l'univers, on estime que c'est 10 puissance 80. Donc, on a des valeurs qui sont sans aucune mesure avec la physique des choses. Vous voyez, vous avez 10 puissance 80, c'est-à-dire 1 avec 80 atomes dans l'univers. Vous avez 1 avec 120 parties d'échecs possibles. Donc, on ne peut pas physiquement arriver à toutes les évaluer. Mais cet ordinateur, il a réussi à le battre quand même, mais on utilisait les mathématiques. Là, on utilise un autre procédé. On utilisait de l'informatique, des statistiques et de l'apprentissage. Et le score est sans appel, c'est 3,0. Et le nombre de parties, vous voyez, il est 10 puissance 170. Vous avez 1 avec 170 zéros possible jeu partie de Go. C'est absolument hallucinant. Et bien, ça marche. Et là où plus personne... Et là, c'est une vraie blessure narcissique pour nous, scientifiques et mathématiciens. C'est sur ce diagramme-là, ce sera le dernier, je vous assure. C'est qu'ils ont décidé de faire une expérience encore plus vexante pour nous. C'est qu'ils ont pris un ordinateur, ils lui ont mis les parties les règles du Go, et ils ont dit, maintenant, apprends tout seul. Il ne s'agissait pas d'apprendre des parties qui avaient été jouées pendant des années et qu'on pouvait essayer d'analyser, etc. Non, joue tout seul. Ben voilà ce qui s'est passé, sur une échelle de 40 jours, hein, parce que vous avez les jours ici, en bas, et vous avez 40 jours, et vous avez le niveau. Alors, Elo, c'est le niveau de compétence Alors, vous aviez en vert le niveau de la première version du jeu de Go qui avait battu un très bon joueur de Go. Vous avez en bleu le niveau du tout meilleur joueur de Go au monde qui a été battu en 1917. Voilà ce qui s'est passé. Voilà comment l'évolution s'est passée. Ça va aller. Voilà, ici ça va aller. Je pense que ça va partir. Ça part pas. Ça y est. Bon. C'est dommage parce que j'ai d'autres vidéos après. Bon, alors je peux vous expliquer ce qui se passe. Si la vidéo ne marche pas, tant pis. Oui, mais ça part pas. Tu vois, il y a une vidéo qui doit partir et ça ne va pas. Alors je vais essayer de me remettre en grand écran. C'est dommage parce que c'est assez spectaculaire. Ouais, je crois que c'est la vidéo qui passe pas. Alors je peux le faire peut-être autrement. Alors attendez, je peux peut-être le faire autrement. Non, je crois que je l'ai pas. Non, bon, c'est pas grave, je passerai la suite. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que vous avez le micro, sinon. Oui, pardon. Donc ce qui se passe, c'est que ça bug un peu. PowerPoint s'est planté. J'ai eu le problème tout à l'heure aussi. C'est moqué. Bon. Donc ce qui se passe, c'est que voilà,
Il va mettre à peu près 4 jours en apprenant seul. Il va être capable, au bout de 4 jours, à atteindre le niveau du premier logiciel qui avait été développé, qui avait battu l'un des vice-champions du monde. Et puis, au bout de 21 jours, il va atteindre le niveau du champion du monde réellement. Et au bout de 40 jours, il aura un tel niveau qu'il va battre sa précédente version 100-0. C'est radical. Alors, en plus, ce programme est un peu générique. C'est-à-dire qu'on peut lui faire apprendre autre chose. Alors, au jeu d'échecs, il a appris en 4 heures. Jeu de shogi, je ne sais pas si certains jouent au jeu japonais d'échecs, shogi, pareil, 4 heures. Voilà. Donc, ça a été vraiment une grande surprise et une blessure narcissique pour les mathématiciens parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, comment ça marche ? Est-ce que j'arrive à aller plus loin ? C'est bloqué encore. Alors, je vais passer ça parce que ça va être trop long. Alors, voilà ce qui se passe. Est-ce qu'on arrive à montrer cette vidéo aussi ? C'est pareil, il n'y a aucune vidéo qui passe. Est-ce que celle-là va passer ? Ça se voit ? Pour l'instant, non, ça ne se voit pas. Ça avait marché sur mon ordinateur. C'est celui d'ici, ça ? Oui. Est-ce qu'on va chercher ? Est-ce qu'on a un autre ordinateur ? J'ai le mien. Est-ce que je peux switcher facilement ? Oui. Je suis désolé. Hein. Moi, j'ai un Windows. Il se passe quoi ? Vous n'arrivez pas à me lancer ? Il y a plein de vidéos parce que. J'ai pas un PowerPoint. J'ai vu qu'on sortit. J'ai une Display Pro. Alors, oui, on est mal. Bien. Est-ce que tu as une HDMI sur le tien ? Ouais, j'ai un HDMI. Ah non, j'ai un. C'est Pro aussi, pareil. J'ai ça, c'est. T'as pas une connexion HDMI ? Si, HDMI, oui. Mais nous, ça, c'est des nouveaux systèmes. Display Pro, c'est. Ouais, c'est pas ça. Et là, ça diffuse pas. C'est étonnant. Windows 10 avec une. Vous lancez quoi ? Vous essayez de lancer quoi ? Vous essayez de lancer une vidéo Je prends le temps pour la solution technique. C'est une bonne illustration des enjeux potentiels dans la ville de demain, parce que là, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on a 3 ordinateurs qui ont chacun une connectique qui est différente, et on a un seul câble, et donc on se retrouve au moment où on se dit, bah non, en fait, on n'a pas le bon câble pour relier 2 interfaces. Et on peut imaginer demain qu'il y a un grand groupe industriel qui produise un quartier de la ville de Dunkerque, et puis d'autres acteurs de services qui en produisent d'autres, etc. Et puis finalement, quand le premier a été construit, c'était telle connectique et tel format de données qui était utilisé, puis 5 ans plus tard, c'était un autre, et puis 10 ans plus tard, ça sera un autre. Et puis au final, potentiellement, un acteur public qui se retrouve au milieu et qui ne saura pas faire communiquer ces différents éléments, qui ne saura pas lequel choisir, etc. Et c'est pas pour rejeter la faute, parce qu'en fait, c'est juste simplement, on est face à un moment où tout change très vite. Il y a une des connectiques, je pense qu'elle doit exister depuis 5 ans, l'autre depuis 20 ans, depuis 10 ans. Et donc, on ne sait pas encore lequel choisir, on ne s'est pas mis d'accord collectivement non plus. Et donc, au final, on n'arrive pas forcément à communiquer. C'est un des enjeux de l'innovation numérique dans la ville. Ça va très vite, on a du mal à faire des choix ensemble, et parce qu'il y a des incertitudes. Et ça prend le risque que ça communique pas très bien. Voilà. Est-ce que ça...
Oui, bah, ça a déjà existé, ouais. Est-ce qu'on peut faire sans image, sinon Alors, je vais mettre, pendant qu'il essaie de résoudre. Il est bon, je peux le brancher? D'accord. On essaye. C'est bon? D'accord, super. On voit quelque chose? Non. Alors, c'est à moi de changer l'écran. Bon, la qualité de l'image est un peu moins bonne, mais... Il faut le micro, hein. Il faut le micro parce que j'ai pas précisé, mais c'est diffusé, également diffusé sur Facebook. Donc il ne faut pas, même pour les questions, parler hors micro. Voilà, donc les vidéos commencent. Donc voilà, vous avez l'évolution. Donc, comme je disais, au bout de 3 jours, il a atteint le niveau de la première version du Go. Au bout de 21 jours, il va atteindre le niveau de la deuxième version du jeu. Et au bout de 40 jours, il va atteindre un tel niveau qu'il sera capable de battre le meilleur d'avant 100-0. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est sans une expertise humaine. C'est-à-dire qu'on a laissé la machine jouer contre elle-même des millions de parties, et elle est devenue meilleure que n'importe quel joueur humain. Alors, la question est, est-ce que l'homme est-il foutu? Ici, on s'aperçoit que en fait, le critère de ce qu'on appelle l'intelligence varie. En fait, on comprend qu'on n'est pas si intelligent que ça pour jouer à ce genre de choses et que la machine nous bat. Puisque là, en moins de 4 heures, par exemple, elle est capable d'apprendre à jouer aux échecs, aux jeux de jockey. Je vais donner d'autres exemples où elle est encore aussi bien meilleure que nous. Donc, c'est assez effrayant. Alors, nous, on travaille sur ces choses-là et on travaille sur l'apprentissage. Je vais vous montrer un petit exemple de ce qu'on fait à l'université. C'est-à-dire qu'il y a un exemple bien connu qui s'appelle l'exemple des chiffres écrits à la main. Donc, vous avez 60 000 chiffres qui ont été écrits à la main et on essaye de le faire apprendre ces chiffres-là à une machine. Donc, il y a certains chiffres qui sont tellement mal écrits qu'on a même du mal à savoir ce que c'est. Et on fait rentrer ces pixels-là à l'intérieur d'une machine.
et on regarde en sortie qu'est-ce qui se passe. Ben, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc on rentre les chiffres ici au niveau de l'écran de l'ordinateur. Et ben, en utilisant donc des techniques d'apprentissage extrêmement basiques, non supervisées, encore une fois, il n'y a pas d'intervention humaine, il est capable d'en construire une forme abstraite. Il est capable de dire « Ah, j'ai des choses qui ressemblent à un 6 ». Nous, on l'appelle comme ça, lui, il ne sait pas. Mais il est capable de faire de l'excalification thématique. Donc il identifie bien qu'il y a un objet abstrait qui est celui-là, un autre objet abstrait qui est celui-là, et un zéro couché, ici. Vous voyez, vous avez différents types. Ça, encore une fois, il n'y a aucune intervention humaine. C'est simplement l'ordinateur qui est, par une technique d'apprentissage que je vous ai expliquée, qui consiste à accentuer ou au contraire inhiber deux connexions, on est capable de faire ça. Et donc, il est capable d'apprendre en quelques minutes. Là, hein. Voilà. Oui, alors là, vous voyez, il a pris deux zéros différents. Il a pris un zéro rond et puis un zéro couché. Rien ne nous dit que ce n'est pas les mêmes. Nous, on sait que c'est le même, etc. Donc, je n'en ai pas mis assez. J'en ai mis 10. Il aurait fallu que j'en mette davantage. Et on aurait trouvé le 5. Voilà. Mais ça marche très bien. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on joue un petit peu à l'apprenti sorcier. Parce que, voilà, on a fabriqué ça. Alors, vous avez ici un neurone. Les neurones, ici, vous avez la taille en micromètres carrés. Puis, vous avez ici la consommation par spike, c'est-à-dire par impulsion. Donc là, on est en 10 puissance moins 15 joules par impulsion. D'accord ? Vous avez le neurone biologique qui est là en vert. Et vous avez notre neurone à nous qu'on a fait breveter et qui est, bon voilà, on a déjà vendu le brevet, il est là. C'est-à-dire qu'il est 1000 fois plus petit que le neurone biologique et il est 1000 fois plus économe en énergie que le neurone biologique. Donc, à partir de ça, on peut faire plein de choses. On peut faire des rétines artificielles, on peut imaginer plein de choses. Voilà notre réseau de neurones à nous. Voilà, c'est les vrais neurones sont là. Donc, c'est deux équipes, une équipe d'informaticiens et puis une équipe d'électroniciens. Et voilà, et on a su faire ça. Donc, on a gagné un prix il y a quelques mois, qui est le prix du biomimétisme. Si vous regardez dans le journal du CNRS, une revue nationale du mois d'avril, on parle de nous. Et puis l'année prochaine, dans le Learning Center de l'Université de Lille, il y aura une expérimentation qui va être montrée, Experium, sur le ou augmenté sur nos recherches que je vous présente ici. Alors, ce qui est effrayant, et ça, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une blessure narcissique pour nous, mathématiciens et informaticiens, c'est qu'on ne comprend pas comment ça marche. Voilà une visualisation. Je rentre les chiffres en entrée, et puis vous avez des neurones avec des réseaux, etc. Puis en sortie, il va allumer correctement le bon chiffre, suivant que je montre telle ou telle écriture manuscrite. Ça marche assez bien. Vous avez quoi ici? Vous voyez, vous avez à peu près 1 million de synapses, vous avez 2000 neurones, et vous avez, voilà, quand quelque chose s'allume, c'est-à-dire qu'il y a un signal qui passe. Et, bon, voilà. Donc il y a différentes technologies qui ont été présentées. Alors ça, c'est les tout débuts, dans les années 50, et puis un petit peu à la fois, avec l'apprentissage profond, avec les multilayers, c'est-à-dire différentes couches. En augmentant le nombre de couches, on arrive à augmenter l'efficacité de la reconnaissance, et ça marche formidablement bien. Et encore une fois, on ne sait pas pourquoi. Donc il y a Stéphane Mala, par exemple, qui vient d'être nommé au Collège de France, Académie des sciences. Il parle d'irrationnelle efficacité des données. Voilà. Et donc tout le challenge des mathématiques maintenant, c'est essayer de comprendre comment on arrive justement à trouver des modèles statistiques efficaces d'apprentissage pour résoudre des tâches comme le jeu de Go ou d'autres tâches. Voilà. Alors ça soulève plein de problématiques, évidemment. Et ces problèmes, ils s'accumulent d'année en année. Je citais 2000 ans d'Odyssée de l'espace, c'était en 1958. On parlait déjà d'intelligence artificielle, Big Brother. Vous voyez. Après, avec l'arrivée des micro et mini-ordinateurs qui étaient connectés par réseau local, on a commencé à se poser des problèmes de propriété de données, copie illégale de logiciels, problèmes de vie privée, échange de données. On pouvait avoir des listings de gens avec des fiches, etc., avec éventuellement des informations dites sensibles.
Après arrivé les années 90, c'est le web, c'est l'interconnexion de toutes ces machines entre elles. Et donc, tous les problèmes d'anonymat, de liberté d'expression, législation, cybercriminalité. Et puis, avec 2016, avec la fusion de ce que je vais vous montrer entre les nanotechnologies et la biologie, eh ben, on arrive à des problèmes de, par exemple, l'homme augmenté, le transhumanisme. Voilà. On a, d'année en année, on s'aperçoit que cet outil qui est l'intelligence artificielle et l'informatique prend des dimensions et une place dans nos sociétés qui est absolument incroyable. Et le dernier petit exemple, c'est celui-là, c'est le Net Dating Assistant. On parlait de réserver, par exemple, un rendez-vous chez le coiffeur en demandant la machine, et elle téléphone à votre place et elle prend le rendez-vous comme si c'était une personne normale et le coiffeur ne s'en aperçoit pas. Vous pouvez aussi, il y a plus d'applications pour les gens qui fréquentent le site de rencontre. Eh ben, vous avez un assistant qui va prendre votre place et qui va entretenir des conversations et qui vous promet 3 fois plus de rendez-vous que si vous étiez seul. Formidable, non? Bon. Alors, ces objets intelligents, ils sont dans le quotidien, quoi. On les voit partout. Alors, j'en ai sélectionné un certain nombre. Est-ce que vous connaissez celui-ci? Voilà. C'est le compteur Linky qui va être installé dans toutes les... Non, pas chez vous. Pardon. Alors, qu'est-ce que ça fait, le compteur Linky? Ça vous donne la consommation instantanée de votre maison. Mais comme chaque appareil électrique a une signature, on est capable, de l'autre côté, de savoir combien vous avez de cafetières à la maison, quand est-ce que vous prenez votre café, combien vous avez un congélateur, éventuellement quelle marque. On peut même deviner la chaîne de télévision que vous regardez chez vous. Parce que la luminosité de l'écran dépend de la consommation et dépend de la chaîne que vous regardez. Donc on a comme une fenêtre pour observer ce que vous faites chez vous. Donc ça fait peur aux gens. Et alors la raison pour laquelle on a besoin d'avoir cette consommation instantanée, c'est des raisons tout à fait louables. C'est pour des raisons écologiques. C'est-à-dire pour pouvoir mieux réguler la consommation électrique, on a besoin de connaître la consommation instantanée de gens, et par groupe, etc., pour éviter de trop produire, par exemple, d'énergie nucléaire, parce qu'on sait que cette énergie, elle disparaît. Donc, entre l'éolien, le solaire, l'ensemble de ces énergies disponibles, il faut au mieux les réguler, il faut connaître au mieux vos consommations, vos besoins. Donc, ce n'est pas pour vous surveiller, c'est pour veiller sur vous. C'est comme ça que c'est vendu. Alors après, évidemment, les gens peuvent faire... des choses qui n'étaient pas forcément prévues pour la gouvernance. Mais là, tout le problème est presque juridique. Alors, deuxième petite chose, c'est les assistants virtuels. J'en ai un là, c'est une montre connectée, mais vous avez peut-être ça chez vous aussi, des Google Home. Vous lui posez des questions et il vous répond. Et ça marche très bien. C'est des outils, moi je le trouve assez interactifs. J'en ai un chez moi, on me l'a offert. Tu te souviens? Voilà. Bon, et je l'ai gagné, on me l'a offert à Noël. Et ça marche très bien. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi à pirater ça et qui peuvent écouter ce qui se passe chez vous. Les outils genre Facebook et tout ce qui est GAFA dont on parlait. Voilà. Des outils extraordinaires de communication, justement pour la citoyenneté, pour l'échange, on parlait tout à l'heure des incroyables comestibles. Moi, il y a des choses comme ça qui existent aussi dans nos communes. On utilise les réseaux sociaux, Facebook, etc., pour échanger, pour nous organiser. Mais c'est aussi la possibilité d'interférer sur, peut-être, comme on a dit, pour les élections américaines de Trump, on dit que les Russes auraient influencé les électeurs américains. Voilà. Mais bon, en fait, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, parce que quand Obama a été élu, il y avait tous les grands gens du net qui étaient derrière lui. Et il disait en boutade, il connaissait tellement bien le lecteur américain qu'il disait à titre de boutade, mais c'était à moitié une boutade, il disait « Nous connaissons le nom des 69 846 747 électeurs qui ont voté pour nous. » Donc vous avez... voilà, on est presque transparent vis-à-vis de ces sociétés-là parce qu'on accepte de mettre plein d'informations nous concernant sur ces outils-là. Alors j'essaierai de présenter les aspects plus positifs après, mais pour l'instant, je vous présente les aspects plus négatifs. Télésurveillance. Actuellement, les outils de télésurveillance caméra ne sont pas suffisamment précis pour pouvoir vous identifier, puis c'est filmé de loin, etc. Bon. Il n'y a pas d'outil d'identification qui permet de dire, comme sur Facebook, c'est vous. Ça arrivera peut-être, mais il faut de la haute définition.
pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est sur des choses qui ne sont pas de définition. À quoi sert ce type d'outil? Ça sert essentiellement a posteriori. C'est-à-dire que quand il y a un incident, on va aller chercher les bandes qui ont été enregistrées sur les différentes caméras, on va regarder les antennes des téléphones mobiles, quels sont les téléphones qui étaient connectés, et on est capable, a posteriori, on est capable de vous dire. Mais il n'y a pas d'analyse a priori encore. Ça arrivera peut-être un jour, hein, et je vais vous montrer des exemples. Voilà. Le dernier point aussi auquel je vous parle, c'est tout ce qui est véhicule autonome. C'est annoncé pour après-demain. Quand je dis après-demain, c'est 2020. Il y a le rapport Cédric Villani qui a dit, voilà, l'intelligence artificielle, c'est un secteur extrêmement important, il faut le défendre, il faut pouvoir expérimenter les voitures autonomes aussitôt que possible. Et donc, elle s'est annoncée pour 2020 sur nos routes. Donc, aussi, c'est pour des raisons écologiques, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'avoir sa propre voiture, on pourra la partager, etc. On voit tous les avantages que ça représente, mais c'est aussi un problème lié à la vie privée. Donc, il faut garantir l'anonymat. Donc, il y a un vrai débat actuellement sur comment arriver à protéger nos données et comment vous pouvez avoir un comportement citoyen pour éviter de diffuser trop de données. Alors, c'est plein de conférences, de débats comme celui-ci, et heureusement ça existe, pour informer, consulter, débattre de ces questions-là. Alors, je vais en citer un en particulier, c'est protection des données. Donc, dans une semaine, le 25 mai, se met en place le règlement général de protection des données, qui est un règlement européen, qui va essayer de définir un cadre juridique propre pour interdire tout géant du net ou autre compagnie à manipuler des données sensibles vous concernant. Non, même les géants du net américains auront l'obligation d'appliquer la loi européenne. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le droit, sans votre accord, de mémoriser vos orientations sexuelles. Nous, Européens. Voilà. Les Américains, eux, c'est bon. Voilà. Il y a aussi une consultation sur le sujet qui nous intéresse précisément, sur un modèle français de ville intelligente. Il faut peut-être que j'accélère un peu. Oui. Oui. Voilà. Alors, donc, j'ai bientôt conclure. Donc, 50 ans après, est-ce qu'il avait raison, Stanley Kubrick? Alors, sur la machine HAL elle-même, vous vous souvenez, cette grande machine qui était capable de parler, etc. Pas tout à fait, parce qu'il avait imaginé 2 ou 3 machines grosses, etc. En fait, vous avez tous un ordinateur dans votre poche. Hein. Il y a 7 milliards d'habitants sur Terre. Vous en avez 2 milliards qui ont un smartphone dans la poche, donc c'est considérable. Donc là, il ne s'est pas trompé sur la construction d'un ordinateur, mais un peu plus sur le nombre d'ordinateurs maintenant qu'on a dans le... Sur l'aspect intelligence artificielle. Donc c'est pareil, on est en train de développer des outils d'intelligence artificielle, mais HAL était capable de sentiment. Et à un moment donné, il veut tuer justement un des astronautes parce qu'il s'aperçoit qu'on veut le débrancher. Et donc il a peur et il se retourne. Voilà. Là, au niveau des émotions, on est encore incapable. On n'a même pas l'ombre du début d'une piste pour exprimer ce que pourraient être des émotions d'une machine. Donc notre intelligence, elle est quand même artificielle est quand même assez pauvre de ce point de vue-là. Jeu d'échecs, on a vu que bien avant 2001, on était capable de battre le champion du monde d'échecs. Des robots tueurs. Alors il y a une pétition qui a circulé pour les scientifiques pour essayer d'interdire l'utilisation des robots tueurs. Et des drones pilotés depuis les États-Unis qui vont bombarder en Afghanistan, ça existe, tout le monde le sait. Que ce soit à terme, non pas des hommes qui pilotent ces drones à distance, mais des machines, ça semble tout à fait possible. Alors j'ai envie de vous poser 2 petites autres questions qui ne sont pas directement liées au... Voilà. Alors, lire sur les lèvres. Vous vous souvenez, dans le film, à un moment donné, il y a un passage où il s'enferme dans un véhicule de secours et il s'arrange pour ne pas être écouté par HAL et il discute, il faudrait le débrancher parce qu'il a une défaillance. Vous vous souvenez de ce passage? Et en fait, HAL est capable de lire sur leurs lèvres. Et c'est comme ça qu'il comprend qu'on veut le débrancher et qu'il décide de se révolter. Il va tuer un des astronomes. Est-ce que vous pensez qu'on est capable actuellement de lire sur les lèvres? Oui. Pardon? Oui, lire sur les lèvres. Alors justement, les malentendants le font avec une efficacité qui est à peu près de 10%.
les machines sont 4 fois meilleures. C'est-à-dire le logiciel que je vous ai montré est 4 fois meilleur que le logiciel qui joue au Go. On lui a fait apprendre sur les lèvres aussi, et il sait le faire, avec une efficacité qui est 4 fois meilleure que les humains. Oui, voilà. De lire sur les lèvres, exactement. Voilà. Donc ils ont utilisé en fait des émissions de la BBC. Ils avaient le sous-texte et ils ont, pendant 5 ans, ils ont réussi à mettre au point un logiciel qui est sur les lèvres. Alors, est-ce que vous pensez qu'on est capable de lire dans les pensées? Vous pensez que non? Eh bien si, je suis désolé. On commence à savoir le faire. Donc, vous mettez quelqu'un sous un IRM et vous arrivez à identifier les neurones qui sont activés pour telle ou telle tâche. Et vous pouvez deviner ce qu'il va faire. Alors, ce n'est pas les casques qu'on met en surface, parce que ça ne détecte que l'activité en surface, mais il faut être dans un IRM, donc c'est quand même assez costaud. Mais voilà, on commence à voir le faire. Bon, tout ça fait que l'intelligence artificielle est un mélange d'angoisse et d'enthousiasme. Bon, c'est des possibilités énormes. Et comme j'aime bien les histoires qui finissent bien, je vais vous parler juste d'une petite chose qui s'est passée cette semaine. C'est un ami, Gabriel Lenoir, que certains connaissent peut-être, qui est violoniste. Et c'est un ami, on fait du bateau du catamaran ici à Brédune régulièrement. Et vous ne devinez pas encore ce qu'il fait, mais bon, il y a 2 ans, il a été contacté par une réalisatrice formidable qui s'appelle Laetitia Carton, qui fait des choses magnifiques. Et ils ont décidé de monter un financement participatif. Voilà. Et donc, en utilisant KissKissBank, on était 400 ou 500 KissBankers, banquiers, à financer 40 € en moyenne. Et ben, ce film, 2 ans plus tard, il a été sélectionné au Festival de Cannes. Et donc, voilà, c'était il y a 2 jours. Voilà, et ben, c'est Gabriel avec l'équipe du film qui sont en train de grimper le tapis rouge au Festival de Cannes. Donc, vous voyez, c'est un bel exemple où vous pouvez avoir une forme d'intelligence que la machine, à mon avis, n'aura que difficilement. C'est une espèce d'intelligence collective. C'est-à-dire que tous ensemble, ici en particulier, en discutant, en débattant de problèmes comme cela, on est capable tous ensemble de créer quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intelligence proprement dit. C'est une intelligence collective. Et je trouve que c'est un bel exemple du vivre ensemble. C'est qu'en utilisant des réseaux sociaux, en participant à des financements collaboratifs comme ça, on peut faire émettre des choses comme ça. Peut-être que ça aurait marché quand même aussi, sans avoir ce financement, mais à mon avis, ça ne l'aurait pas fait aussi bien, avec autant d'énergie que ça a pu l'être grâce à ça. Voilà. Donc voilà, je voulais juste montrer une petite aspect positif de l'utilisation des réseaux sociaux pour le vivre ensemble. Merci Philippe, c'était vraiment très éclairant sur la technologie et ses potentialités. Donc Mathieu Sojo va suivre donc avec une présentation plus sur l'application de ces données aussi à la ville. Merci pour l'invitation et très heureux de pouvoir venir en parler avec vous. Alors, juste pour vous dire d'où je parle et ce que je vais avoir envie de partager avec vous, nous, donc on est une institution, une fondation de recherche qui travaillons sur le développement durable. Donc on travaille sur le changement climatique, la façon dont on gère les océans, la biodiversité, la façon dont on arrive à faire changer nos systèmes énergétiques, toutes ces grandes questions écologiques. Et puis, comme tout le monde, comme vous, on a vu débouler le numérique, l'innovation, avec un discours qui est finalement, ça fait des années qu'on cherche des solutions à nos grands problèmes de société, et nous, société qui proposons de l'innovation numérique, grande et petite, on va résoudre un peu tout ça. Forcément, nous, ça nous interroge, venant du développement durable, et on a essayé de chercher à comprendre un peu mieux ce qu'on pouvait effectivement tirer de ces innovations technologiques, mais quels étaient également les risques de manière complémentaire. Et bien sûr, derrière tout ce que je vais vous présenter là, c'est des améliorations technologiques dont Philippe vous a parlé précédemment.
Et donc voilà, on a mené un certain nombre de projets sur différentes thématiques, mobilité, de participation, et je vais vous en donner quelques exemples. Alors je vais commencer par l'aboutissement un peu de ce travail de ces 3-4 dernières années. C'est un livre blanc sur le numérique environnement qu'on a rendu au secrétaire d'État au numérique et à l'écologie en mars dernier. Donc on s'est associé, vous le voyez, avec différents acteurs, notamment le WWF, mais avec des acteurs du numérique et de l'écologie, autour en fait d'une idée simple, d'une unité commune simple, qui est de dire la transition numérique, elle transforme de fait notre société. Elle la transforme au quotidien avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, mais on ne sait pas vers quel horizon, et en tout cas cet horizon il n'a pas été choisi collectivement. On ne sait pas où va Facebook, où va Google, on sait qu'ils transforment le monde, et on ne l'a pas décidé collectivement. Pour la transition écologique, c'est un peu le contraire. On est très bon pour se donner des projections à 2050, à 2035, où la mobilité aura été transformée, où nos maisons auront été transformées, etc. Par contre, on a quand même beaucoup de mal à faire changer notre société pour émettre moins de CO2, consommer moins de ressources, moins polluer nos océans, etc. Et donc, ça part de ce constat très simple qui est, si on n'arrive pas à faire converger, à faire travailler ensemble cette transition numérique qui est vraiment très forte pour nous faire bouger, et cette transition écologique dont on a absolument besoin pour sauvegarder nos sociétés, on ne va pas y arriver. Et donc, nous, dès le début, l'idée, c'est de se dire il faut absolument qu'on travaille ensemble parce qu'on est des communautés avec des cultures, avec des objectifs très différents. Il faut qu'on arrive à mieux se comprendre. Et c'était l'objet de ce travail de livre blanc où, en fait, on s'est dit bon, il y a des risques, il y a des opportunités, mais essayons de présenter une vision équilibrée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement ce que vous voyez là, c'était de se dire oui, le numérique, et j'en donnerai quelques exemples, a un impact écologique, ça consomme des ressources, ça consomme de l'énergie, il faut agir là-dessus. Mais le numérique peut nous aider à concevoir des politiques écologiques, par exemple améliorer la mobilité, je donnerai quelques exemples. Vice-versa, il faut être sûr que quand on fait de l'innovation numérique et on met des centaines de millions d'euros tous les ans, des milliards pour la soutenir, il faut se demander en quoi ça rend service à la société et à nos grands objectifs. Et puis bien sûr, il y a un enjeu de données qui est un peu transversal derrière tout ça. Bon, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, c'est juste pour vous dire que ce mouvement de traiter ces deux transitions en même temps, c'est quelque chose qui a de plus en plus de maturité, qui est également dans l'esprit de nos décideurs publics, un minimum, on était content d'observer ça, mais il y a encore beaucoup de travail pour avancer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire deux risques et deux opportunités dans des domaines un petit peu différents, et puis ensuite on va en discuter un peu plus généralement du point de vue de la ville. Alors on a parlé de mobilité autonome tout à l'heure. Nous, on est en train de finir un gros travail sur ce sujet pour essayer d'expliquer justement la nature des risques qui sont derrière ce développement. Je vous la fais de manière très très courte, mais concrètement, il y a des milliards et des milliards qui sont dépensés tous les ans par des grands industriels dans le monde entier pour développer des véhicules qui pourront se passer de conducteurs. Avec un bon nombre de promesses derrière ça, qui est de dire que l'autonomie va améliorer notamment la sécurité, parce que les accidents sont souvent liés à des problèmes humains, mais par-delà, on va renouveler, transformer complètement la mobilité, et que tout ça sera pour le meilleur de la société. Et en fait, on a fait un exercice très très simple, presque bête, de se dire, on a nos grands problèmes de mobilité qu'on connaît tous, de mobilité durable aujourd'hui. Concrètement, à quoi ça va nous servir la mobilité autonome au-delà des discours de ceux qui les promeuvent. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement quand on s'est dit, mais finalement, il y a un des grands enjeux qui est de maîtriser la forme des villes et essayer d'éviter que les gens se déplacent de plus en plus, prenant du temps et de l'énergie, on se rend compte que si demain on a des véhicules autonomes dans lesquels on peut réaliser d'autres activités pendant son trajet plutôt que conduire, ça pourra peut-être inciter les gens à faire plus de kilomètres et aller plus loin, ce qui est à contrario de ce qu'on souhaite en généralement faire. On a souvent... Ah, désolé, il y a eu un copier-coller malheureux. On dit souvent, finalement, demain, la mobilité autonome, tout le monde aura accès enfin à la mobilité. Alors c'est vrai pour des personnes âgées ou handicapées qui sont aujourd'hui
exclut de la mobilité individuelle, mais rien ne nous dit que cette mobilité autonome demain ne soit pas assez onéreuse et qu'elle continue à exclure un grand nombre de la population qui n'a pas les moyens de se déplacer avec ces systèmes-là. Donc on a regardé tout un tas d'aspects et en fait on est arrivé à une conclusion qui est en fait non, il y a aujourd'hui un appétit industriel de l'État très fort pour soutenir ce développement. Il y a eu une stratégie nationale qui a été rendue publique lundi dernier, parce qu'il faut soutenir notre industrie, parce qu'il faut soutenir l'innovation. Mais aujourd'hui, on est très peu capable de voir comment ça va rendre service concrètement à nos grands objectifs de mobilité durable. Et je donne un dernier exemple sur mobilité autonome. Ça, c'est un peu un point transversal, c'est sur l'aspect consommation de ressources et énergétique. Parce que finalement, derrière l'idée d'avoir un véhicule sans conducteur, il y a bien sûr énormément de technologie. Et ce qu'on s'est dit, en fait, c'est finalement, c'est quoi l'écart de consommation énergétique entre un véhicule autonome et un véhicule normal? En fait, déjà, la voiture, elle roule. Donc, il y a énormément de capteurs et de matériel informatique qui vont fonctionner pour essayer de lire les panneaux, lire tout ça, prendre des décisions, etc. En fait, c'est déjà pas mal d'énergie. C'est quasiment autant qu'une climatisation aujourd'hui. Deuxième étape, finalement, tout ce matériel-là, il va falloir le construire. Et en fait, construire des ordinateurs très puissants, des capteurs très puissants, des caméras, etc., en fait, il faut énormément de ressources. Vous avez sûrement entendu les débats actuels sur les ressources rares, dont une grande partie est maîtrisée par la Chine. Mais simplement de dire, ça ajoute en fait beaucoup d'émissions de CO2 si on prend l'ensemble de la chaîne de production de ce matériel informatique. Et puis enfin, ça c'est toute l'ambiguïté, c'est que, d'ailleurs c'est Intel, Philippe le citait tout à l'heure, Intel qui fabrique des processeurs dit c'est génial, c'est fabuleux, véhicule autonome c'est 4 téraoctets de données chaque 1h30 de conduite. Eux, ils trouvent ça extraordinaire parce qu'ils sont sur cet aspect technique. Alors 4 téraoctets, tu me corrigeras Philippe, mais l'ordre de grandeur, c'est 2000 personnes sur Internet pendant un an ou quelque chose comme ça. Et donc simplement, ce qui est absolument magnifique pour quelqu'un qui produit des processeurs, du point de vue de développement durable, est absolument effrayant, parce qu'on se dit que si même une petite partie de ces données sont communiquées à l'extérieur, par exemple au régulateur public, aux constructeurs de la voiture, aux constructeurs du matériel informatique, et puis disons à 10 entreprises qui vont travailler sur la base de ces données pour améliorer les processus, ça veut dire des quantités astronomiques de données, et donc il va falloir des data services, des data centers, etc. Je vous passe le détail que vous connaissez. Mais simplement sur un exemple comme celui-ci, on se dit, tiens, effectivement ça apparaît comme une solution potentielle, mais on a tendance à sous-estimer fortement le coût qui va être derrière. Et donc nous, on en tire une conclusion à ce stade qui n'est pas, il ne faut pas faire de véhicules autonomes, mais c'est simplement de se dire, il faudrait que les véhicules autonomes, il n'y en ait pas beaucoup, donc que les gens continuent à faire du transport en commun, du vélo, etc. Que ces véhicules autonomes ils soient plutôt petits et qu'ils aillent plutôt doucement pour limiter le besoin de calcul, etc. Et donc il faut construire un modèle de mobilité qui soit durable, dans lequel on met de la mobilité autonome et pas l'inverse. Deuxième exemple, et qui rejoint beaucoup le propos de Philippe, ça c'est un rapport qui a été rendu public l'année dernière. La CNIL, c'est la Commission nationale informatique liberté. C'est l'agence nationale qui veille sur le fait que vos données personnelles sont traitées correctement par les différents acteurs et qui a le droit de faire des enquêtes et de mettre des amendes. Et je trouvais cette phrase très intéressante. Dans leur rapport, ils disent, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers un mode de navigation privé dans l'espace public? Alors, je ne sais pas ce que vous savez, le mode de navigation privé, ça veut dire que quand vous êtes sur Internet, sur Google Chrome ou Firefox ou autre, vous pouvez appliquer une option, navigation privée, et du coup, les sites que vous allez visiter ne vont pas pouvoir prendre vos données et les stocker, et donc vous passez inaperçu d'une certaine manière sur le net. Et en fait, leur réflexion, c'est se dire, est-ce qu'on n'est pas déjà dans cette logique-là dans la ville? C'est-à-dire que vous, comme moi, vous avez des applications qui téléchargent votre localisation en direct quand vous vous déplacez dans la ville avec votre smartphone. Vous allez chercher un restaurant sur Google Maps, vous allez vous déplacer avec Google Maps, et donc d'une certaine façon, vous êtes déjà traqué
sur la façon dont vous vous déplacez dans l'espace public. Il y a par exemple des publicitaires qui commencent à fournir des offres en disant on sait qu'il est passé devant ce panneau publicitaire, on sait même peut-être qu'il l'a regardé. Et donc ça crée une certaine inquiétude en se disant que aujourd'hui, on est conscient, notamment avec les débats suite à l'élection américaine et Facebook, du fait que des réseaux sociaux, des grands acteurs numériques, sont, disons, une intermédiation entre le réel et ce qu'on va en retirer. C'est-à-dire qu'ils nous donnent une représentation du monde. On sait très bien, on fait une recherche sur Google. Il y a une immense partie des résultats qui sont choisis qui sont sur les 5 premiers. Donc ça veut dire que selon le choix que fait Google des 5 premiers, notre vision du monde, fondamentalement, peut être différente. Demain, ça peut être la même chose. Imaginez que vous avez votre Google Car qui est lui-même associé à Google Maps pour l'itinéraire. Il va vous faire passer par un endroit, vous déposer à un endroit. Peut-être que c'est par hasard ou peut-être parce qu'ils ont fait un partenariat avec Starbucks et que finalement, ils vont vous arrêter juste devant Starbucks comme de par hasard. Et en fait, on aura une intermédiation entre la ville et nous qui peut représenter une nouvelle couche qui pose question. Ça fait le point avec quelque chose qu'on a développé dans un projet récemment où on s'est interrogé justement sur la ville numérique en général avec toutes ces nouvelles applications, tous ces nouveaux services. Et en fait, on s'est fait une réflexion vraiment très simple, mais c'est de se dire qu'au début d'Internet, on avait une vraie promesse en disant l'accès à l'information grâce aux outils informatiques va leur donner beaucoup plus de pouvoir citoyen. On s'est rendu compte ces 20 dernières années que ce n'était pas vrai, et pas complètement vrai en tout cas, et que dans la ville numérique, celle de Waze, celle d'Uber, celle de Deliveroo, celle d'Amazon, etc., le citoyen, il est très peu présent. Par contre, on fait beaucoup appel aux consommateurs et aux contributeurs, notamment dans l'économie collaborative. Tout ça pour vous dire simplement qu'on est dans le développement d'une vision de la ville numérique qui est quand même avant tout drivée par des réflexions sur notre comportement en tant que consommateur. Au mieux. Et ce qu'on appelle travailleur du numérique, là, c'est justement quand on vous utilise, vous, pour produire des traces, typiquement votre trajet dans la journée, ou la façon dont vous avez regardé des publicités pour produire de la valeur. Mais en tout cas, pour nous, et c'est un travail que l'on présente beaucoup, notamment au sein des collectivités locales, de dire attention, il faut remettre en citoyenneté ce projet de ville, parce qu'aujourd'hui, et on l'a vu parce que ça a créé plein de problèmes sociaux, que ce soit sur les livreurs, que ce soit sur Uber, on voit bien qu'il y a un petit problème et j'y reviendrai. Alors, on n'est pas complètement noir non plus, on se rend compte qu'il y a des opportunités, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes en termes de développement durable qu'on n'arrivait pas à résoudre, et on se dit, bah oui, la technologie, ça peut être utile. Je reviens à la mobilité. Si je résume la difficulté, on aimerait bien qu'il y ait moins de gens qui utilisent leur voiture seule pour se déplacer, qui utilisent plutôt d'autres en complément potentiellement de la voiture. Ça, c'est extrêmement compliqué pour plein de raisons économiques, géographiques, sociales. Finalement, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a vraiment énormément de personnes qui souhaitent innover dans ce champ et qui se disent finalement on peut avoir de nouveaux services publics de covoiturage local courte distance. Je vais dans la ville d'à côté, finalement je peux m'arrêter à une borne et faire du covoiturage. Donc ça c'est Ecov qui développe ça en France. Pareil en Ile-de-France, beaucoup Caros qui via une application va vous proposer de manière automatique, voilà, vous pouvez faire tel et tel trajet selon vos besoins avec telle et telle personne, donc pour faciliter cette mise en relation entre deux personnes. Bon, bien sûr, on a tous fait l'expérience des applications et des vélos en libre service qui ont quand même permis à beaucoup de gens de se remettre au vélo et de lancer de nouvelles dynamiques. Et puis des acteurs comme Uber ou comme d'autres qui se disent on peut, au lieu que chacun soit dans un taxi, faire en sorte qu'on groupe plusieurs déplacements dans un seul taxi. Donc tout ça, aujourd'hui, ne permet pas d'avoir une mobilité durable, mais on se dit qu'il y a quand même des pistes qui sont intéressantes pour la suite, à condition qu'on veuille bien organiser toutes ces différentes briques. Et puis, dernier exemple, et autre opportunité sur un angle assez différent, on se rend compte qu'il y a aussi énormément de jeunes innovateurs, notamment, qui essayent de faire en sorte que la démocratie, et notamment la démocratie locale, fonctionne mieux grâce à des outils numériques.
Alors là, vous avez mis plein de logos. C'est vraiment représentatif, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'acteurs, de startups qui disent on va donner de nouvelles interfaces pour dialoguer directement avec votre maire. On va vous donner de nouvelles interfaces numériques pour faire un budget participatif, pour faire du financement participatif, pour mieux que les élus comprennent ce que pensent et souhaitent les citoyens. Bref, ça essaye d'innover un peu tout azimut pour essayer de comprendre comment le numérique, dans sa capacité à faire discuter, à faire dialoguer, à rendre des canaux faciles, permettrait de retisser du lien. Aujourd'hui, il n'y a pas de résultats qui sont extraordinaires parce que c'est très compliqué, la démocratie, mais en tout cas, on se dit que là-dedans, il pourrait quand même avoir des choses intéressantes. Philippe le citait tout à l'heure, nous, on avait fait un petit projet sur les outils de financement participatif dans les mains notamment des villes. Parce qu'il y a des projets privés, par exemple faire un film, donc ça s'est développé historiquement, mais ce qui est un peu nouveau, c'est des petites villes, nous on en avait identifié un certain nombre en France, qui se disent, je vais faire un outil de financement participatif, par exemple pour rénover la mairie. Pas tant pour une question d'argent, mais pour faire connaître aux citoyens la nature du projet, pour en discuter avec eux, pour faire en sorte qu'ils se disent, finalement c'est aussi notre projet, mettre des éoliennes ou rénover un bâtiment. Et nous, on avait discuté de ça avec la mairie de Paris, qui essayait de réfléchir dans le cadre de son plan climat à la façon dont ils pouvaient utiliser ces plateformes de financement participatif, justement pour être bien meilleurs sur la façon dont ils se connectent avec les citoyens, dont ils font connaître un certain nombre de dispositifs. Donc, sur tout cet aspect-là, on pense qu'il y a des choses intéressantes. Et je vais te donner quelques exemples sur le cas du vélo, en disant il y a un peu d'ailleurs différentes façons de faire appel aux citoyens. Un exemple très simple, d'ailleurs Grenoble souhaitait le faire, on n'a pas assez de stationnement pour le vélo, mais la ville, elle ne sait pas forcément où est-ce qu'il faudrait les mettre. Donc elle peut demander aux citoyens de dire, dites-nous où est-ce que vous auriez des besoins, et puis nous on va regarder, on va les grouper, puis on pourra faire du stationnement public. C'est une façon très concrète, très simple déjà de faire vivre la dynamique autour du vélo et d'obtenir un résultat qui peut être intéressant. Donc ça c'est vraiment le côté capteur. À Paris, ce qu'ils avaient fait aussi pour le plan vélo, c'est qu'ils avaient fait un grand questionnaire en ligne. Ils avaient eu pas mal de succès, parce qu'il y avait eu 7000 réponses, pour évaluer. Vraiment, les techniciens vélo, ils ne savaient pas ce que pensaient les gens d'une piste cyclable de ce type ou une voie de bus. Et donc, ils ont dit, tiens, aidez-nous à évaluer pour qu'on réfléchisse à la suite des infrastructures. Donc, c'est un sondage, mais le numérique permet de le démultiplier potentiellement. Et puis un autre exemple, ça se développe dans pas mal d'endroits en France. À Paris, on en est, je pense, à la 4e ou 5e édition. Il y a 200 millions d'euros par an à Paris dans un budget participatif. Donc il y a 1500 projets qui sont proposés par des associations et des citoyens sur des plateformes en ligne. Il y a un pré-choix des projets par la collectivité, puis un grand vote en septembre, et les projets qui ont eu le plus de votes sont financés. Et ça se fait pas mal via le numérique, mais ça se fait aussi en physique, les deux ne s'excluent pas. Mais en tout cas là, on voit que dans cette dynamique de participation citoyenne, d'outils numériques, on arrive à prendre l'avis d'un grand nombre de citoyens pour des projets quand même d'ampleur. On part sur la mandature d'environ 1 milliard d'euros. Alors ça, c'était des exemples un peu de risques d'opportunités. Nous, dans notre champ, et je pense que vous l'avez aussi vu dans vos lectures dans les médias, parce que c'est devenu un sujet bien sûr grand public, on a beaucoup parlé depuis 10 ans de Smart City. La Smart City, initialement, c'est vraiment des grandes entreprises type IBM, Cisco, qui ont réussi à organiser des systèmes très complexes, par exemple des chaînes logistiques mondiales, et qui se sont dit, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour les villes? Est-ce que grâce à nos technologies, on ne va pas pouvoir optimiser ces systèmes complexes dans lesquels on vit, qui sont les villes? Et donc, il y a tout un discours qui s'est développé sur le fait que finalement, la Smart City, le fait de piloter, organiser, optimiser la ville et ses services sur la base des données, allait permettre de trouver tout un tas de solutions pour la ville durable. On s'est progressivement rendu compte que ça ne fonctionnait pas, soit parce que c'était trop cher, soit que c'était techniquement difficile, et enfin parce que la ville, c'est beaucoup plus qu'un système technique. Il y a une histoire, il y a des gens qui vivent dedans, ça évolue, c'est connecté, et c'est donc beaucoup plus complexe qu'un système industriel qui peut être piloté par les données. Et donc le travail que l'on a essayé de faire, c'est d'essayer de comprendre comment on peut
faire changer du côté des collectivités locales qui reçoivent tous les 4 matins des industriels et des startups qui souhaitent leur vendre des solutions technologiques pour résoudre leurs problèmes, comment elles peuvent retrouver un peu de contrôle et de pouvoir sur ces innovations et développer des vrais projets de territoire. Parce que nous, quand on discute avec les collectivités, elles se rendent bien compte parfois qu'elles sont démunies parce qu'en permanence, on leur promet monts et merveilles, elles n'ont pas le temps d'analyser toutes les solutions possibles, d'en faire une critique. Et donc, on est dans un monde où le discours sur l'innovation numérique, sur la technologie, brouille la façon dont on peut réfléchir à ce qui est possible ou non, ce qui est souhaitable ou non. Alors, ce que je voulais, donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout de suite. Ce qui nous a paru en fait très intéressant, c'est de se dire, on est dans un monde où c'est un peu le règne de la start-up. Alors la start-up, on fait des hackathons, on fait du lean management, on fait... Ouais, alors justement, non, il ne faut pas expliquer. Justement, c'est plus mystérieux, du coup, ça paraît tellement mystérieux qu'on n'ose pas le discuter. Mais je dis ça, c'est-à-dire que nous-mêmes, du point de vue du développement durable, cette bulle sur l'innovation qui est tellement tendance, on n'ose pas la discuter. On se dit, bon, bah, c'est vrai qu'ils ont l'air de faire des monts et merveilles grâce à leurs innovations numériques. Et si on les critique, on va avoir l'air un peu anti-moderne, anti-progrès, etc. Et dans le cadre de ce travail, on a travaillé avec des acteurs qui, depuis 15 ans, 20 ans, sont justement des gens plutôt tendance sur l'innovation numérique et qui, eux aussi, en ont un peu marre de ces solutions sur étagère. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte qu'au bout d'un moment, on innove pour innover, en perdant de vue quels sont les objectifs réels qui sont derrière et quelles sont les solutions que l'on cherche vraiment. Et donc en fait, ce qu'on a essayé de développer, c'est un discours en disant oui, on a besoin d'innovation. Aujourd'hui, il n'y a aucune ville qui peut dire non, on ne veut pas d'innovation parce que c'est une demande de la société, parce qu'on a besoin effectivement de nouvelles approches, etc. Mais on a quand même des politiques publiques, on a des grands objectifs qui sont là et qu'il faut résoudre. Il faut arriver à trouver des moyens de faire dialoguer ces innovations avec, on va dire, la façon traditionnelle de faire des politiques publiques et de gérer la ville. Et en soi, derrière ça, c'est quelque chose qui est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'il faut rendre possible, se permettre d'interférer avec un processus qui est souvent un peu présenté dans notre société comme un peu sacré. L'innovateur, c'est vraiment le nouvel héros. On l'avait vu avec le décès de Steve Jobs, il y avait vraiment un côté assez fanatique sur l'innovation qui, effectivement, sous bien des égards, et Philippe l'a présenté, est absolument étonnante, absolument merveilleuse, etc. Mais en tout cas, dans le cadre de la ville, il faut la mettre en discussion. Une des choses qu'on proposait en fait de manière assez simple, plutôt qu'aujourd'hui on ait IBM ou autres qui viennent porter des projets directement dans l'oreille du maire pour essayer de les développer dans sa ville, est-ce que demain et pour la prochaine mandature, on n'attendrait pas des candidats qui nous expliquent quelle est leur vision de l'innovation, quels sont leurs objectifs principaux pour leur territoire qu'ils vont aller chercher dans l'innovation? Est-ce qu'ils ne vont pas, plutôt que de se faire apporter des solutions, mettre sur la table les grands problèmes de leur territoire et énoncer, comme certaines villes comme San Francisco ou autres l'ont fait en disant on veut 0 déchet en 2030 et on veut que les innovateurs planchent sur cette question parce que c'est celle-là qui est importante pour nous. En tout cas, nous, on souhaite que ça se développe du point de vue politique. On aimerait aussi qu'on sollicite plus les citoyens. Pourquoi pas imaginer un grand sondage sur le modèle des budgets participatifs en disant il y a une 40aine d'innovations qui sont proposées à la ville, venez voter celles pour lesquelles vous voulez qu'il y ait de l'investissement public, celles que vous voulez qu'on développe par rapport à ce que vous comprenez. Et puis, un point qui nous paraît important et qui est relié à ce que je disais précédemment sur la place du citoyen vs le consommateur dans la ville numérique. C'est qu'on pense que trop souvent, on nous demande d'agir, de prendre des décisions comme des consommateurs. Vous comme moi, à un moment donné, on choisit la solution la plus pratique pour se déplacer, pour se faire livrer quelque chose ou autre. On réfléchit en tant que consommateur sur le moment, etc. Et puis c'est l'offre qui est disponible. Si on nous demande en tant que citoyen, on aurait peut-être plus envie que, je ne sais pas, à Paris, il y a beaucoup de livraisons en vélo et en scooter via les grandes plateformes type Foodora ou Deliveroo, qui sont donc des entreprises privées. Peut-être que si on le mettrait en discussion, on souhaiterait que ça soit des coopératives
où chaque livreur à vélo soit copropriétaire de la coopérative qui fait de la livraison. Si on nous posait la question, moi je suis prêt à parier que les gens ils voteraient pour ça à Paris. Mais aujourd'hui, on nous le demande en tant que consommateur, et donc on voit la publicité dans le métro, on a l'application, et c'est comme ça qu'on réfléchit. Ça nous paraît être un élément qui est vraiment important à mettre en discussion. Voilà. Merci Mathieu, merci à tous les deux, Philippe et Mathieu. Je vais d'abord passer le micro à la salle s'il y a des questions. J'imagine qu'il y en a, mais je préfère que vous ayez ce temps pour vous déjà. Est-ce qu'il y a des questions sur les deux interventions qui ont été... Alors j'ai une question, c'est au sujet de l'intelligence artificielle. On commence à trouver sur Internet des kits en langage Python pour dresser un réseau de neurones. J'ai essayé, ça ne marche pas très bien. Alors, vers qui on se tourne pour apprendre ? C'est une très jolie question. Et moi, je peux y répondre. J'étais fasciné parce que je n'ai pas travaillé en biologie pendant... Bon, j'étais un mathématicien, je me suis intéressé à la biologie. Et j'ai découvert les MOOC. Vous connaissez ça ? Oui, alors les MOOC, c'est Massive Open Online, Open Access, ou quelque chose comme ça. Massive Open Course, voilà. Des cours en ligne, gratuits, qui sont mis par les meilleurs, je veux dire, pédagogues, souvent américains, d'ailleurs c'est souvent en anglais, et qui vous donnent des cours sur un sujet comme Python ou comme, par exemple, comment fonctionne un cerveau. Et je suis assez bluffé par la qualité des cours qu'on peut trouver en ligne. Non, alors il y a souvent une partie qui est gratuite, et puis après on peut, si on veut valider, alors lequel, ça dépend du... Alors sur Python, je ne connais pas. Sur... J'ai envie de bricoler une D'accord. intelligence artificielle. Oui. Est-ce que, par exemple, à l'UNAVDAS, il y a des gens qui donnent des cours d'initiation ? Alors il y a des cours qui sont dans l'université, en apprentissage, oui, ça. Alors c'est un sujet difficile, hein. C'est-à-dire que les petits réglages qui permettent de rendre ce système intelligent, ils sont assez difficiles à mettre au point, et ça dépend de chaque application. Donc, vous pouvez travailler pendant 6 mois, voire 1 an, avant de trouver les bons paramètres qui vous permettent d'apprendre. Voilà. Alors, vous pouvez vous adresser à nous, hein. Je vais vous laisser ma carte, si vous voulez, et puis on pourra en discuter. D'autres questions ? Moi, je vais en mettre une sur la table. Je ne sais pas. Donc, toute cette innovation, il me semble qu'elle pose une vraie question en termes aussi de modèle économique. Et c'est peut-être ça aussi sur laquelle il faut qu'on ait une réflexion, parce que on parlait de la voiture connectée par exemple. J'imagine que les données qu'une voiture connectée peut produire sont extrêmement intéressantes et peuvent produire pas mal d'argent. Et donc, je me dis qu'à la manière d'autres services qui sont déjà proposés gratuitement, elles pourraient, dans un futur, être proposées par les entreprises de big data gratuitement, et du coup, séduire, en tout cas le service de mobilité. D'une part, séduire effectivement les citoyens, et donc avoir un grand succès, et d'autre part priver les pouvoirs publics des décisions à prendre en termes de mobilité pour aménager la ville, et priver aussi de toutes les données nécessaires pour aménager la ville. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe, par exemple, sur le cas de Linky, ça c'est une question aussi que je pose, si les données
Elles sont accessibles par la collectivité ou si c'est uniquement l'entreprise privée qui garde les données, quels sont les accords, qui est derrière ces données. Voilà. Alors, je vois que c'est peut-être pour compléter ce que... Voilà. Oui, bonjour. Ce que j'avais marqué sur Linky, c'est que Linky va permettre, avec sa courbe de charge, de collecter des informations inédites sur ce que les personnes font lorsqu'elles sont chez elles. Ces données seront donc utilisables à terme. Les informations de consommation d'énergie transmises par ces compteurs deviennent le miroir du mode de vie d'un foyer. De quoi intéresser les groupes énergétiques, mais aussi les entreprises commerciales et les cambrioleurs. Les sociétés qui achèteront ces données pourront, avec ces données, créer des algorithmes et établir un profilage comportemental des personnes. On peut se poser la question sur la gestion de ces données. Tout à fait. Mais là, vous avez peut-être reçu, si je peux répondre à cette question, vous avez peut-être reçu beaucoup de mails en ce moment de Facebook, des choses comme ça, parce qu'ils sont en train de se mettre en norme par rapport à la législation qui sort. Là, c'est le règlement général de protection des données, qui a un vrai succès européen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent. C'est-à-dire l'Europe s'est mis d'accord il y a 2 ans pour un règlement des données et toute diffusion à votre insu de données sensibles est interdite. Donc il faut votre accord pour que des informations concernant, je sais pas, vos interdictions politiques, voilà, soient diffusées, soient accessibles sur Internet. Alors c'est le cadre juridique. Ça ne résout pas les problèmes sur la pratique. Je suis d'accord avec vous. À l'issue de plein gré, les gens peuvent aussi... mais la situation était catastrophique. Est-ce qu'il y a une façon de contrôler, en fait? C'est ça qui me paraît peut-être difficile dans l'applicabilité d'un tel règlement. J'en sais rien. Il y a 2 choses, c'est que les chercheurs qui s'intéressent à l'anonymisation des données ont énormément d'anecdotes où ils expliquent comment, sur la base de sets de données qui ont l'air anonymes, ils vont finalement pouvoir réidentifier les gens. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de travail pour trouver effectivement quelle est la bonne maille, par exemple sur l'énergie. Aujourd'hui, déjà, ERDF ou GRDF doivent donner des données aux collectivités locales pour qu'elles planifient leur futur énergétique. Et elles se donnent des règles très très strictes en disant dans telle maille de quartier, si j'ai pas tant de clients, je ne peux pas donner la donnée, je suis obligé de l'agréger, etc. Donc il n'y a pas de solution universelle, c'est au cas par cas. On se dit, non, pour garder l'anonymisation, il faut faire tel et tel choix. Donc il y a cet aspect technique. Après, il y a l'aspect contrôle. Il y a une commission nationale qui est censée contrôler tout ça. Enfin bon, ça fait beaucoup de choses à contrôler. Et donc, je pense que, en fait, eux, ils n'y arriveront pas si nous, les citoyens, on ne comprend pas un peu mieux. Et c'est pas facile, ce qu'on fait avec nos données et qu'on est un peu plus sur nos gardes. C'est-à-dire que ça fonctionnera, j'imagine, si on est capable, nous aussi, d'envoyer une belle lettre à la CNIL en disant attention, il y a un problème, regardez. J'aimerais que vous me dites ce qui se passe. Les données collectées par EDF, ils seront dans le... Enfin, c'est Enedis, ils seront dans le compteur. C'est un peu comme les ordinateurs, on vous donne la possibilité de graver des disques, on vous donne la possibilité de copier, mais on dit attention, il ne faut pas le faire, quoi. EDF, il sera peut-être... Enfin, c'est qu'une supposition, il sera peut-être tenté par la suite, parce que toutes ces informations, comme Google, comme Facebook, ils ont fait... ils ont copié 87... ça devait être 87 millions de... 87 millions de comptes ont été piratés sur Facebook, dont 211 000 Français. Bon, si les comptes ont été piratés sur Facebook, c'est parce que Facebook, il y a quelque part, il a ouvert une porte et puis revendre des données. Oui, je crois qu'ils ont été très très légers là-dessus. Et c'est scandaleux la position de Cambridge Analytica. On a vu des vidéos là-dessus où ils proposaient de triquer des élections dans les pays asiatiques en mettant en ligne des fausses vidéos, etc., pour discréditer certains candidats. C'est effrayant. Maintenant qu'on parle de Linky, en fait, moi, le problème que j'ai avec Linky, c'est qu'on me fait payer un compteur dont les autres tirent des données, et Linky ne va pas me signaler que je laisse allumer la lumière du grenier. Tandis que cette machine qui rentre dans ma maison serait capable de me faire économiser de l'énergie et d'être un citoyen en transition. Pourquoi on a effacé de la partie Linky ce qui devait m'être rendu en tant que payeur de la machine, et qu'en effet, moi aussi, j'ai un écran sur lequel il pourrait me donner les données me concernant. Et je dirais presque, Mathieu, dans le cadre de votre rapport, pourquoi
on n'a pas abordé la vraie question de Linky, parce que en fait, Linky, pour l'instant, c'est uniquement EDF qui l'exploite et qui, en effet, fait un mauvais usage de ce qui devrait être partagé entre moi, payeur d'électricité, et la société qui va moduler l'énergie fournie. J'ai déjà récupéré les données de mon compteur Linky, ça prend quelques heures, mais ensuite, il faut travailler avec. Hein. Ça ne vient pas tout seul, mais tu les demandes, tu les as. Hein. Oui, c'est ce qu'ils annoncent. Ils annoncent qu'on a la possibilité de mieux contrôler sa consommation énergétique grâce... C'est ce que j'ai lu. Moi, je n'ai pas l'expérience. Hein. Il n'y a pas le projet USB. Mais une façon de répondre, c'est de dire que dans la société dans laquelle on vit, l'acteur public il fournit l'infrastructure de base et on considère que c'est aux acteurs privés de développer ces offres que tu désires et qui vont te les faire payer. C'est-à-dire qu'en fait, on a considéré que Enedis, donc RDF, doit faire le minimum, donc donner quelques chiffres et fournir l'infrastructure, et on considère que ça sera aux acteurs privés de de faire du business là-dessus, quoi. Ouais, avec ces tarifs de l'électricité. Mais en tout cas, juste, je veux dire, c'est que bon, voilà, c'est la façon dont on réfléchit en général, qu'on dit, ça va être les acteurs privés qui, en innovant, parce qu'ils sont plus capables d'innover, en tout cas c'est l'hypothèse, vont développer ces petits services et ces petits modules. Je ne le défends pas, hein, je dis juste la façon dont je le comprends. Ou en tout cas, ce qui est clair aussi, c'est qu'on le fait et personne ne comprend rien à la façon dont on le fait. Donc c'est quand même ça aussi un petit problème. Je veux dire, indépendamment des raisons bonnes ou mauvaises, il s'avère que Linky soulève tellement de questionnements et de contestations qu'on peut se dire, là c'est un bon exemple de on met de la technologie dans la maison des gens pour de bonnes ou de mauvaises raisons, encore une fois, mais juste personne n'y comprend rien ou se demande pourquoi c'est fait comme ça. Donc en soi, c'est qu'il y a vraiment un problème, quoi. Excusez-moi, la technologie Linky aussi, ce qu'on dit pas, ce qu'on retrouve un peu sur Internet, tout ça, c'est le courant porteur, le CPL, le courant porteur en ligne, qui va émettre des champs électromagnétiques en radiofréquence et qui est classé par le Centre international de recherche sur le cancer et l'OMS comme peut-être cancérogène possible pour l'homme. C'est le groupe 2B. L'argent peut être cancérogène pour l'homme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des tumeurs, un gliome, quoi. Et le courant porteur en ligne dans les maisons ne sont pas équipées pour supporter la technologie. Les câbles ne sont pas armés, ça va se propager dans la maison. Oui, et là, je pose la question à Philippe également. Justement, la prolifération des objets connectés, est-ce qu'elle risque d'augmenter ces champs électromagnétiques Ça, c'est difficile. Je sais qu'il y a des chercheurs à nous qui travaillent sur justement arriver à détecter les champs électromagnétiques. Donc, ils ont mis au point des écrans, des énormes écrans, et on peut arriver à analyser quelle est la quantité d'ondes électromagnétiques qui sont émises par un objet. Mais excusez-moi, disons que si l'État avait fait son boulot, oui. Avant d'installer un compteur dans une maison, on aurait dû faire une cartographie des champs électromagnétiques de la maison. Puis après ça, on refaisait une cartographie en regardant, bien sûr, quand le compteur est en pleine charge, pas quand il n'y a rien qui se passe. On refait une cartographie et puis on analyse tous les champs électromagnétiques qu'il y a dans la maison pour pouvoir faire le bilan, la différence. Mais il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent de faire une bonne cartographie électromagnétique. C'est-à-dire, et puis pour un particulier, les outils coûtent très cher. Oui, voilà. Donc nous, on en fabrique chez nous. On a des labos qui travaillent là-dessus. Mais c'est... Parce que d'après... Enfin, je vais pas prendre tout dans les années 60, parce que le CPL existait déjà à cette époque-là pour mettre les heures creuses et les heures pleines. On était à 175 MHz. Là, on va passer entre 63 300 à 74 000 pardon, pas mégahertz, je me trompe. À hertz, ça va être 400 fois plus pour pouvoir récupérer les informations. D'autres questions ? C'était pas une question, c'était plutôt un éclat de rire parce que je nous vois discuter de ça avec un microphone FM à la main et il émet des ondes électromagnétiques. Je crains qu'elles ne soient à une fréquence de 150 MHz.
si on ne le veut pas. Parce que il y a des cités où on est dans des boclages où les maisons ne veulent pas du compteur Linky, puis des gens viennent et puis on installe le compteur Linky de gré ou de force. C'est toute la différence. Oui, c'est toute la question qui se pose. Oui. Par rapport à... Par rapport à ces technologies, mais le Linky, c'est le tout début, parce que on en discutait avec Philippe. Ils sont déjà en train d'envisager des livebox avec des capteurs et qui puissent être justement la console connectée de la maison. Voilà. Donc, je te laisse. Donc la nouvelle Freebox qui va sortir, V7, qui va sortir à la fin de l'année, haut de gamme, va être une espèce de plateforme pour objets connectés où on pourra contrôler à distance plein de choses. Enfin, pour moi, disons, je dirais que les nouvelles technologies doivent être mises en place pour l'amélioration et le confort du citoyen, mais pas au détriment de sa santé physique et mentale, et elles doivent aussi préserver sa liberté. Juste pour réagir là-dessus, moi je trouve que c'est un exemple amusant. Tu as cité la Google Home, alors il y a Amazon qui fait la même chose. Moi j'étais assez effrayé, j'étais aux États-Unis pour Noël, du coup il y a 1 an et demi, où tout le monde avait ça. Et juste 1 an et demi avant, il y a Snowden qui nous dit la NSA écoute tout le monde, quoi. Et donc on se retrouve avec un mouchard dans la maison qui comprend extrêmement bien ce qu'on lui dit, et les gens ne connectaient pas forcément avec le fait que du coup maintenant la NSA elle pourrait directement écouter ce que vous faites chez vous. Et alors ce qui est très fort, c'est que voilà, ça nous rend service. Google, Amazon nous rendent service, ils font des trucs extrêmement intrusifs et on accepte, on est content, on trouve ça très hype. Quand l'État fait quelque chose pour l'énergie, on s'est honnêtement énormément moins intrusif, mais on a l'impression de ne pas voir le service que ça nous rend. C'est l'exemple que tu disais, pourquoi ça ne m'aide pas à fermer la lumière ou à gérer mon truc. Effectivement, ce n'est pas évident. Et donc là, on voit qu'il rate le côté, ça vous rend service immédiatement, et puis peut-être à long terme aussi, et donc on peut en discuter. Mais ça, c'est un décalage que j'ai eu, y compris dans les services de l'État, en disant, mais vous donnez vos données de mobilité à Waze, à Google Maps, mais toutes vos données, et quand nous, on veut faire un sondage service de l'État pour en savoir plus, vous ne voulez pas. Et donc ce décalage, il est quand même frappant, parce que, qu'on le veuille ou non, l'État, avec tous ses défauts, travaille quand même un peu pour l'intérêt général de temps en temps, et Google, Amazon, certainement pas. Il faut qu'on arrête d'être naïf. J'entendais hier que l'ami du terroriste, entre guillemets, fou de la semaine dernière, avait fait disparaître son téléphone, mais que M. Collomb et ses services de police savaient qu'il avait envoyé des messages dans les heures qui précédaient. Il a même envoyé un message à sa mère où il disait « je t'aime ». Donc, excusez-moi, mais sans le téléphone, on sait apparemment quand même, et précisément, ce qu'on fait et ce qu'on écrit. Je suis assez surpris de savoir que c'est aussi simple que cela, simplement par le numéro d'un téléphone, de retrouver des données qui ont transité dans les tuyaux. Donc, Big Brother is watching us, c'est sûr. Alors, est-ce que justement, M. Collomb, il serait d'accord qu'on rende tout ça moins transparent? Parce que sinon, on a un problème quand même pour poursuivre ces idiots. Je n'ai pas forcément de réponse, mais en tout cas, c'est vrai que je pense qu'en tant que citoyen, quand il y a ce genre de situation, ça doit nous mettre la puce à l'oreille sur ce qu'on est incapable de faire. Typiquement, le fait qu'un certain nombre de personnes utilisent Telegram, la messagerie qui est cryptée de manière un peu différente, montre qu'il y a encore quelques marges de liberté. Telegram, j'ai vu qu'il avait été interdit en Chine, ou je ne sais pas dans quel pays. Mais en tout cas, ces espaces-là, ils se réduisent. Une des personnes qui étaient identifiées, ils ont réussi à pirater son compte Telegram. Donc même Telegram. Il y a une des personnes qui était, une des femmes qui était a utilisé Telegram, et apparemment c'est par ce biais-là qu'ils ont réussi à l'identifier. Je suis allé dans un certain nombre de pays où Facebook est interdit, etc. Mais Telegram est autorisé parce que c'est l'autre côté, quoi. C'est les pays de l'Est, c'est la Russie, Telegram. Donc, en fonction des outils que vous utilisez, vous êtes écouté par l'un ou par l'autre. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Malheureusement, la NSA avait installé dans certains grands concentrateurs de réseau des boîtiers pour enregistrer tout ce qui passe. C'est ce qu'ils font. Hein. C'est ce que je disais, c'est la surveillance a posteriori. C'est-à-dire qu'on enregistre tout. Et a posteriori, on peut dire qu'est-ce qui se passait il y a 5 minutes à tel endroit, etc. Et ça, on est capable. Mais a priori, on ne sait pas faire. C'est étonnant, hein, vous avez n'importe quel attentat a lieu dans la planète, dans les 48 heures, vous connaissez les gens qui sont responsables, hein, parce qu'on a réussi à les tracer, on a les caméras de surveillance partout, etc. Et très rapidement, on arrive à les localiser. Hein, c'est assez spectaculaire. Encore une fois, c'est pas encore au point de pouvoir surveiller les gens qui sont en temps réel et à quel endroit. Etc. Mais Philippe, je me trompe ou actuellement on travaille sur des algorithmes qui font de la science prédictive, oui. Avec tous les dangers que ça peut aussi inclure en termes de préjugés, de discrimination. Tu peux peut-être en dire un mot ? Alors, il y a un débat qui est organisé par la CNIL sur les algorithmes, parce que malheureusement, les choses que je vous ai montrées là, ça sert. Ça sert par exemple lorsque vous déposez un dossier de candidature sur un poste. Il y a des gens qui utilisent des réseaux de neurones. Le problème, c'est que, comme je vous dis que je ne comprends pas ce qui se passe, mais que le résultat me semble intéressant, si quelqu'un vient me dire pourquoi je n'ai pas été pris, je suis incapable de donner une réponse. L'algorithme a décidé. Quels sont les arguments qui ont été mis en place ? Je ne sais pas. Il y a plein de paramètres qui ont été pris en compte, pour certains à différentes doses, mais identifier le raisonnement simple qui dit, voilà, selon tel critère, c'est vous qui avez choisi, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc ces algorithmes sont extrêmement efficaces, on ne sait pas très bien comment ils fonctionnent, et ils ne nous disent pas pourquoi ils ont obtenu ce résultat. Et dans les algorithmes que tu cites, c'est que parfois, ça perpétue des habitudes. Donc il faudra introduire parfois des phénomènes comme aux États-Unis, de discrimination positive. Donc il y a un grand problème actuellement engagé par la CNIL, un grand débat sur justement le côté algorithme. Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement des discriminations dans le choix de certains vis-à-vis. Oui, alors moi je ne suis pas mathématicienne, mais les algorithmes, j'ai compris que ça fonctionnait avec les statistiques et que ça faisait des corrélations, tout type de corrélations. Ce qui fait que, par exemple, les exemples que j'ai lus, c'est que un assureur qui cherche, par exemple, à avoir des clients qui ne font pas beaucoup d'accidents de voiture, il va demander ça à l'algorithme, qui va faire des tas d'associations avec tout ce que les gens achètent font, et il découvre, par exemple, que les gens qui achètent des petits feutres pour mettre en dessous des chaises ont moins d'accidents que les autres. Donc, c'est ce type d'argument que vous donnent les algorithmes, par exemple. Ou alors, excuse-moi, les gauchers meurent avant les droitiers, c'est purement statistique. Donc, tu vois, ça existe depuis toujours, les gauchers sont là depuis longtemps. Donc, même chose, autre exemple qui est très frappant, c'est que simplement en regardant ce que les femmes enceintes ont l'habitude de regarder ou d'acheter sur Internet, on sait détecter des femmes qui sont enceintes, qui ne l'ont dit à personne ou qui ne le savent même pas. Voilà. Oui. Juste un exemple concret, mais juste sur la question des algorithmes dont parlait Philippe. À l'admission post-bac, ça fait quand même pas mal débat. Quand on passe son bac, on fait ses choix de vœux pour intégrer l'enseignement supérieur. Il y a un algorithme qui est extrêmement opaque et il y a eu beaucoup de difficultés à le rendre moins opaque. Et donc, on a une assignation d'un choix très, très impactant pour sa vie, dont on ne sait pas d'où il vient. Oui, donc pour un peu finaliser le débat, je voudrais qu'on se pose une question. Le micro, oui. Qu'on se pose une question. Qui va dominer l'intelligence artificielle ? Est-ce que ça va être les GAFAM, la masse de pognon qu'ils sont en train de mettre dessus ? La Chine qui en a fait son argument prioritaire. La Chine a mis un budget colossal. Les États-Unis, j'en parle pas. Nous, la France, l'Europe, la France, c'est 1,5 milliard. Villani, bon, j'en passe. On va être dépassés, l'Europe et la France. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne sera pas dans l'avenir des sous-citoyens numériques ?
Ce qui est vrai, c'est que ce que vous venez de dire absolument, la Chine et les États-Unis ont une longueur d'avance en termes d'investissement, ça, il n'y a rien à dire. Ils ont une longueur d'avance en termes d'acceptabilité sociale pour tester des choses sur leur population qui est sans commune mesure avec l'Europe et la France. L'Europe, on a du mal à construire ce qui pourrait être un Airbus du numérique dans tel et tel truc, ça, on n'y arrive pas. Le risque, c'est d'utiliser cet argument pour faire une ruée vers l'innovation. Mobilité autonome, exactement ces arguments, et donc la stratégie nationale, c'est il faut mettre de l'argent, il faut pousser nos industriels, faut etc. Plutôt que de se dire c'est quoi notre modèle à nous. Donc moi j'avoue que je ne suis pas spécialement optimiste sur notre capacité à développer un contre-modèle. Par contre, la RGPD montre que quand l'Europe dit on se donne des règles, des normes, il faut que tout le monde les suive, ça peut avoir un impact. C'est une nouvelle façon de faire du protectionnisme. Et peut-être qu'à un moment donné, on va y arriver. C'était quand même assez frappant quand Zuckerberg était, donc le patron de Facebook, était devant le Sénat. Quand ils lui ont posé la question sur le règlement européen, il a dit oui, il y a quand même des bonnes choses là-dedans, quoi. Donc je pense que les Américains étaient quand même propices à se moquer des Européens qui veulent tout normaliser, tout réguler, mais là, se sont dit finalement, c'était peut-être pas si idiot. Et ça, c'est une inflexion qui était pas évidente a priori. Il y a un point sur avant l'arrivée du règlement général. Juste avant de clôturer. Oui, hein, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose. On se dit, mais pourquoi ça n'a pas existé avant? C'est quand même le consentement, l'âge de consentement numérique. C'est-à-dire que maintenant, il faut attendre 15 ans, je crois, hein, c'est ça, c'est 15 ans en France. Vous devez avoir au moins 15 ans pour pouvoir dire oui, j'accepte que mes données soient partagées. C'est-à-dire qu'a priori, avant, les enfants pouvaient créer un compte Facebook, mettre des photos, n'importe quoi. Et voilà, les parents n'étaient même pas sollicités pour ça. Maintenant, il y a un âge minimum pour lequel vous êtes jugé susceptible de pouvoir donner votre consentement ou pas. Par exemple, je accepte de partager mes données depuis mon téléphone portable parce que j'ai créé un compte Facebook. Et normalement, il faudra l'autorisation des parents si votre enfant a moins de 15 ans. Mais je trouve que ça, c'est quand même positif. Oui, parce que... Mais n'empêche que le statut n'existait pas. Avant, la CNIL vérifiait simplement le code de sécurité sociale. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas créer un fichier s'il y avait le numéro CC à l'intérieur. C'était trop facile de pouvoir merger des fichiers. Maintenant, quand même, on s'aperçoit qu'il y a une législation qui est quand même à la hauteur des enjeux. Ça, c'est plutôt positif. Alors, effectivement, dans la pratique, c'est complètement différent. Mais au moins, d'instituer qu'un enfant, quand il a moins de 15 ans, il n'a pas le droit de faire n'importe quoi sur Internet sans l'autorisation de ses parents, moi je trouve que c'est quand même une avancée. Oui, je ne veux pas préempter la conclusion, mais simplement on se dit du coup, face à cette discussion, quel levier on a, nous, en tant que, disons, simples citoyens. Peut-être une petite histoire. En 1978, Le Monde fait une investigation et tombe sur un fichier qui s'appelle Safari et découvre que l'État est en train de faire un fichier avec toutes les données des citoyens dans un seul fichier, alors qu'avant c'était dans différents ministères. Scandale et création de la loi informatique et liberté qui donne naissance à la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, qui est le début de ce travail-là, qui a débouché, notamment avec d'autres pays, sur la réglementation européenne. Donc simplement de dire que nos leviers classiques, qui est de financer une presse qui fait de l'investigation, que cette presse, elle a une expertise de plus en plus importante sur ce sujet et elle est montée vite en expertise. Hein. Vous avez vu tous ces scandales, Panama Papers et compagnie, où tous ces consortiums de journalistes sont rentrés dans les données, etc. C'est encore probablement le moyen le plus sûr de faire en sorte que les citoyens aient leur mot à dire et amènent à des institutions et des règles qui nous protègent dans la durée. Voilà, je crois qu'on va conclure là-dessus. Effectivement, le citoyen a toute sa place à prendre. C'est encore un champ qui est neuf. Le citoyen, les pouvoirs publics. Et il me semble que l'important, c'est justement d'organiser ce type de débat. D'ensemble, n'hésitez pas, par exemple, aussi à suggérer au Learning Center des idées d'ateliers ou de débats sur ce champ-là. Je sais que l'atelier populaire de Grande-Synthe a organisé des choses sur le Linky avec des actions en justice collective et compagnie. Donc je pense que voilà, c'est la mobilisation pour que chacun puisse être conscient, de plus en plus conscient et y voit de plus en plus clair sur les enjeux et ce qui se passe
et qu'on puisse inventer les outils dont on a besoin pour pouvoir orienter ça de la bonne façon. Philippe, tu as un mot de la fin ou... Très bien, merci beaucoup.